Merci d'être là, ce beau jour ensoleillé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Dominique Le Breton. Je vais revenir dans un instant sur cet accueil et sa venue ici. Je voudrais juste, avant d'attendre la fin, vous annoncer la conférence suivante et un autre événement qu'on organise au mois de juin. Donc la prochaine conférence aura lieu au mois de juin, le 12 juin si mes souvenirs sont bons. Elle sera donnée par Alain Aumont et elle traitera de l'histoire de l'univers et de sa conception. Alain Aumont est en fait astrophysicien. Il est à l'École normale supérieure et directeur de recherche CNRS. Il est invité par Albert Fert. Le 21 et 22 juin, nous organisons un événement musique et sciences à nouveau, et cette fois-ci le thème sera l'entomologie. Nous y parlerons des insectes. François Lasserre viendra essayer de nous expliquer où sont passés nos insectes, pourquoi ils disparaissent, ce qu'on peut éventuellement faire. Et puis on associera ça avec de la musique, des préludes sur les insectes, par quelqu'un que peut-être certains d'entre vous connaissent parce qu'on l'a déjà entendu. C'est un guitariste et qui joue avec son épouse et qui est elle-même chanteuse. Et donc ils viendront illustrer ce propos sur les insectes. Et puis le lendemain, nous aurons donc un spécialiste également des insectes et en particulier des cigales, qui vient de Dijon et qui nous fera également une visite sur le terrain. Et enfin, on terminera par un film en présence du réalisateur. Donc je vous invite à venir à ces deux événements au mois de juin. Bon, j'en reviens donc, merci Jean-Dominique, à cette conférence d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous accueillons Jean-Dominique Le Breton, qui est un excellent connaisseur de notre faune et flore régionale. Mais c'est un invité habitué en fait de Bagnols-sur-Mer et qui connaît bien ici le laboratoire et tout ce qui est, et ses ex-chercheurs et chercheurs d'aujourd'hui. Et en fait, Jean-Dominique est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est spécialisé, c'est un biomathématicien, il est spécialisé dans la modélisation et dans la dynamique des populations. Mais il a été directeur du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier pendant plusieurs années. Et il est actuellement membre très actif de l'Académie des sciences, membre depuis 2007, je crois, quelque chose comme ça, 2006 même. Voilà. Et il est également dans beaucoup de conseils scientifiques qui s'intéressent à la gestion de la biodiversité. Donc c'est vraiment un spécialiste de la biodiversité, un connaisseur incroyable de toutes ces espèces d'oiseaux qu'il sait reconnaître à leur chant. Donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Merci Anne-Marie. Je vais essayer de parler dans le micro en essayant d'être ni trop près ni trop loin du micro. Vous m'entendez bien là? Ouais. Alors c'est vrai que c'est un honneur et un plaisir d'être là à la fois. Bon, merci d'être si nombreux dans cette salle magnifique. Je suis désolé de vous priver avec mes diapos de la vue qui est derrière pendant une heure, bien sûr, mais vous l'avez tous les jours. Et puis oui, un plaisir puisque je retrouve des amis bagnoulinques. Alors donc la malédiction des espèces longévives. Voilà une espèce longévive, la Belgisis blans. On va voir quelques beaux animaux comme ça. Et donc, je vais essayer de me servir ça dans le bon sens. Voilà. Je m'explique tout de suite sur le mot longévif, qui était là un petit peu pour provoquer. Longévif, de long et vif. Donc la longévité, c'est la grande durée de vie. Donc une grande longévité, c'est un pléonasme. Une faible longévité, c'est un oxymore. Mais le sens commun a fait de longévité, a donné le sens durée de vie. Mais Émile Littré, qui n'était pas vraiment un rigolo, si on regarde cette photo, Émile Littré nous autorise à utiliser l'adjectif longévif pour quelque chose ou quelqu'un qui est longévif, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui a une longue durée de vie.
Et donc, quand je parle d'espèces longévives, c'est les espèces dont les individus ont une grande longévité. Et bien sûr, je mets des guillemets à grande longévité, puisque j'ai dit que c'était un pléonasme. Donc voilà, on devrait dire qu'ils ont de la longévité. On dit une grande longévité. Alors voici par exemple une tortue lutte, les grosses tortues marines de 2 mètres de long, pour lesquelles la France a une grosse responsabilité, puisque la Guyane est un des principaux sites de reproduction mondiale. Alors, je vous propose 3 thèmes. Comment est-on longévif? Qu'est-ce que c'est avoir une grande durée de vie? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça implique? Quelle est un peu la biologie générale de ces espèces? Comment devient-on longévif? Donc je parle toujours d'espèces, donc rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer quel est le bon régime ou les bonnes pratiques pour vivre longtemps. C'est plutôt comment les espèces deviennent longévives au cours de l'évolution. Et puis, alors ça sera peut-être pas très optimiste, puisque bien sûr tout le monde sait qu'on est dans ce qu'on peut appeler la crise environnementale. Quelles sont les conséquences de la longévité? Voilà, donc comment est-on longévif d'abord? Alors, je vais beaucoup m'appuyer sur l'exemple des vertébrés, parce que je suis un vertébriste, mais je parlerai aussi de plantes et de quelques autres animaux. Les vertébrés, c'est un tout petit morceau de l'arbre de la vie, puisque c'est 64 000 espèces actuelles, parmi les 2 millions connus, environ 2 millions connus. Donc, c'est 3% en gros des espèces connues. Donc, les vertébrés, hein, c'est les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens et puis les différents types de poissons. Je parlerai aussi quand même en particulier des vertébrés terrestres comme mon principal exemple. Si on n'oublie pas que chez les invertébrés c'est un ensemble, ça ne veut rien dire, mais c'est un vaste ensemble, notamment les insectes bien sûr. Dans ce vaste ensemble, il y a beaucoup d'espèces qui ne sont pas encore connues de la science, alors que on peut considérer par exemple que les oiseaux et mammifères, l'inventaire est à peu près complet. Et donc en fait on peut penser que les vertébrés sont encore une plus petite branche de l'arbre de la vie qu'on peut le croire actuellement, parce qu'ils représentent certainement moins de 0,5% des espèces vivantes. Cependant, il y a plusieurs raisons pour s'y intéresser. C'est quand même un grand succès évolutif, les différents types de poissons, et puis ce qu'on appelle les tétrapodes, les mammifères, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux, avec des adaptations parfois à des milieux très extrêmes, comme ce lagopède alpin ici, ce qu'on appelle la perdrix des neiges. Vous savez, c'est cet oiseau qui devient blanc en hiver pour vivre sur la neige, et puis dont le plumage en été devient brun parce qu'il vit dans la végétation. Et là, c'est un oiseau en automne, au moment où il est en train de prendre son plumage. Et puis, les systèmes de reproduction sont plutôt simples, notamment par rapport aux plantes. La reproduction sexuée est la règle. La parthénogenèse, c'est-à-dire la reproduction sans fécondation, est plutôt rare, principalement chez les amphibiens, les rares dans les autres types de vertébrés. Le changement de sexe est rare, encore qu'il existe chez les poissons de manière assez classique, notamment dans des groupes de poissons où il n'y a plus de mâle, il y a une femelle qui se dévoue et qui se transforme en mâle pour assurer la reproduction. Quand je dis qu'elle se dévoue, c'est d'une manière pas. Voilà. Alors les autres raisons pour s'y intéresser, c'est d'abord que nous sommes des vertébrés, j'y reviendrai un petit peu à la fin, et puis les vertébrés ont connu une histoire contrastée, tout le monde a en tête l'extinction des grands dinosaures, j'y reviendrai aussi. L'extinction des grands dinosaures, dont on dit qu'elle a eu lieu à ce qu'on appelle la transition KT, la transition Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années. J'en reparlerai tout à l'heure. Et puis la dernière raison, c'est qu'il y a une diversité énorme de formes de vie chez les vertébrés, donc ils font un bon exemple, ils fournissent un tas d'exemples différents. Voici 4 exemples contrastés, 2 chez les mammifères, 2 chez les oiseaux. Les marsupiaux, le kangourou roux. Le jeune kangourou qu'on voit à droite, là, il passait encore, c'est une photo qu'avec ma femme Anne-Marie qui est là, on a prise en Australie. Le jeune kangourou en question, il passait encore beaucoup de temps dans la poche ventrale de sa mère. Il descendait de temps en temps, et puis il remontait de temps en temps. Et puis, à l'autre opposé, dans les mammifères, le plus grand animal vivant, une baleine bleue, 25 tonnes. C'est photographié au large de la Californie. On n'en voit qu'un petit bout, bien sûr, elle ne se montre pas tout entière. Et puis 2 exemples très contrastés d'oiseaux, un oiseau complètement terrestre, l'ara rouge, un oiseau très intelligent, très capable de comportements fins, évolués, on peut dire.
Et puis, un des plus grands oiseaux du monde, l'albatros royal, 4 mètres d'envergure à peu près, qui vit en venant à peine à terre. Il ne vit à terre que pour se reproduire, le reste du temps, il est en mer. Alors, être longévif, donc sur cette base de l'exemple des vertébrés, les cycles de reproduction sont annuels, parfois subannuels, je pense notamment chez les vertébrés aux petits rongeurs qui vont se reproduire plusieurs fois dans l'année. On dit se reproduire comme un lapin, bon c'est pas un rongeur mais c'est proche. La reproduction est saisonnière, elle est annuelle ou non annuelle. Alors on en parlera, bien sûr, les espèces à plus grande durée de vie, les espèces les plus longévives, ne vont pas avoir une reproduction annuelle. Et puis, progressivité de la cession de la reproduction, je vais illustrer ça dans un instant. Alors en général, il y a un pic de reproduction net au printemps chez nous. La reproduction est le plus souvent annuelle. Alors le fait qu'il y ait un seul pic de reproduction par an, il est contourné quand même chez les passereaux par le fait que souvent ils font 2 pontes successives. Donc ça c'est les espèces à plus courte durée de vie, mais par contre chez les grandes espèces, les plus grands oiseaux comme les albatros, la nidification est bisannuelle, tout simplement parce que salut Vincent, merci d'être là. La nidification est bisannuelle tout simplement parce que la couvaison de l'œuf prend de l'ordre, je crois, de 80 jours, quelque chose comme ça, et l'élevage du poussin pour 300 jours. Donc de toute façon, on dépasse les 365 jours, donc un albatros qui élève un poussin une année, un couple d'albatros qui élève un poussin une année, ne peut pas en élever l'année suivante. Et bien sûr, chez les grands mammifères, quand c'est assez primates, éléphants, il y a plusieurs années entre naissances, et là, l'intervalle entre naissances est régulé par le contrôle hormonal qui a la lactation. Alors c'est le cas peut-être le plus extrême, c'est l'éléphant d'Afrique, où donc les reproductions sont espacées en général d'au moins 5 ans, voire plus, et où un jeune est totalement dépendant de sa mère pendant 5 ans. C'est-à-dire si la mère meurt, un jeune éléphant de moins de 5 ans est condamné. Entre 5 et 10 ans, il a une chance sur 2 de survivre grâce à l'assistance de ses tantes et de ses sœurs aînées, s'il y en a, qui sont capables de l'aider à grandir, si on peut dire. Oui, c'est une espèce où les mâles ne font pas grand-chose, une de plus. Voilà, donc l'éléphant est un cas extrême de reproduction espacée et bien sûr associé à une grande durée de vie. Alors l'accession progressive à la reproduction, c'est très intéressant pour les ornithologues parce que chez beaucoup d'oiseaux, comme ces sternes, il y a un plumage dit immature, donc là jusqu'à 2 ans, et puis un plumage adulte, là donc très blanche, et cette magnifique sterne de Dougal. Et donc la croyance encore jusqu'à il y a une vingtaine d'années, c'était de dire, ah ben voilà, un oiseau est en plumage adulte, donc il se reproduit. Et puis, alors vous pouvez distinguer sur la photo, je vais essayer d'utiliser le marqueur, je ne suis pas très bon avec les marqueurs, non, le pointeur. Enfin, vous voyez ici sur les pattes de cet oiseau, où vous devinez des bagues en couleur. Depuis qu'on bague les oiseaux, on les bague poussins, ça permet de suivre des oiseaux d'âge connu. On s'est aperçu, là c'est une étude réalisée avec un collègue américain, qu'en fait l'accession à la reproduction est beaucoup plus lente qu'on croyait. C'est-à-dire qu'à 2 ans, chez ces sternes de Dougal, la proportion qui niche est extrêmement faible. À 3 ans, c'est de l'ordre de 50-60%, c'est sur 3 sites différents. À 4 ans, ça dépasse les 80%, mais c'est pas encore complet. Et à 5 ans, c'est presque 100%, pas tout à fait. Il y en a qui ne commencent à nicher qu'à l'âge de 6 ans. Et donc ça a été découvert pratiquement chez toutes les espèces à grande durée de vie qui ont été étudiées. L'accession à la reproduction est beaucoup plus tardive qu'on ne le croyait autrefois. Alors, quelques records de longévité. Un de ceux que je préfère, c'est l'histoire de cette baleine, où en 2007, sur une baleine boréale, la baleine franche boréale, il en reste 300 individus, on en reparlera peut-être à la fin, alors qu'ils s'en tuaient des dizaines de milliers à la fin du XVIIIe siècle, c'est la fameuse baleine des Basques. Et on a découvert en mai 2007 une baleine qui avait planté dans son dos un modèle de harpon qui n'était plus utilisé depuis les années 1880. Or, planter un harpon dans une baleine, on ne fait pas ça dans une petite baleine qui vient de naître, donc cette baleine était certainement de taille adulte déjà en 1880 ou 90, et donc c'est une baleine qui avait probablement plus de 130 ans. Donc ça c'est un cas tout à fait unique. Après, il y a un cas d'une tortue d'Aldabra, des grosses tortues terrestres qui font pratiquement 2 mètres de long, qui est connue pour avoir atteint 152 ans.
et tortue des Galapagos captive, 171 ans. Et puis, alors j'aime bien cette photo, c'est mon collègue Al Caswell qui travaillait à Woodsole, mais en modélisation des dynamiques de population. Woodsole, c'est bien connu, bien sûr, comme labo d'océanographie, qui est en train de montrer un modèle, un albatros de Laysan sur un atoll hawaïen. Et donc, ces albatros de Laysan, ils ont posé des problèmes quand les Américains ont relancé à fond l'aéroport Midway après Pearl Harbor, pendant la guerre. Les albatros, il y avait des collisions avec les avions, et on a envoyé un ornithologue, Sean Robbins, là, juste après la fin de la guerre, pour baguer les albatros et voir comment est-ce qu'ils revenaient toujours au même endroit, comment ça se passait, etc. Alors, le problème des avions a été réglé, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais toujours est-il qu'il y a un de ces albatros qu'il a bagué à la fin des années 40, qui a été contrôlé à l'âge de 55 ans. Et il est probable que c'est des records qui sont battus, parce que, bon, personne ne baguait les albatros à cette époque, ça a véritablement démarré dans les années 70, il est probable qu'on battra ces records. Alors au passage, ce qui est intéressant, c'est que tous ces animaux très âgés, en général, continuent de se reproduire. Moi, j'ai moi-même une fois contrôlé, j'ai beaucoup travaillé sur les mouettes, la mouette rieuse qui est souvent ici dans le port en hiver. Avec mon équipe, on a bagué un peu plus de 57 000 mouettes en 40 ans. Et un jour, c'était il y a quelques temps déjà, j'avais 55 ans, on a contrôlé une mouette qui avait 28 ans, que j'avais baguée quand j'avais 27 ans. Et à 28 ans, elle avait encore les plaques incubatrices, c'est des zones de peau qui se dénudent sur le ventre pour couver les œufs. Donc à 28 ans, elle se reproduisait encore, alors que c'est un oiseau qui pèse 300 grammes. Donc voilà, quelques illustrations de la longévité. Alors de fait, là je vais avoir quelques graphiques sur lesquels je ne vais pas durer très longtemps. En abscisse, c'est la durée de génération. La durée de génération, c'est l'âge moyen de reproduction. C'est-à-dire que c'est l'âge moyen à laquelle on se reproduit. C'est-à-dire que si une femelle a des petits pendant plusieurs années, on calcule l'âge moyen auquel elle a produit ces petits. Donc si elle a commencé à 10 ans, qu'elle continue jusqu'à 20 ans, ça sera aux alentours de 15 ans, la durée de génération. On peut calculer ça à partir de données donc, sur des oiseaux marqués pour chaque espèce. Et là, donc, différents groupes chez les mammifères, c'est en ordonnée la durée de génération en fonction de la masse corporelle en abscisse. Donc plus on est gros, plus on vit longtemps. Au niveau des espèces, je ne suis toujours pas en train de donner des conseils individuels. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différences colossales entre groupes. Alors, les petits carrés à gauche, c'est les chauves-souris. Alors bien sûr, les chauves-souris ont une durée de vie grande pour leur masse. Pourquoi? Parce qu'elles ont évolué une masse petite, elles volent. Donc forcément, elles sont plus légères, disons, que des animaux terrestres qui ont la même démographie parce qu'elles ont la contrainte du vol. Et puis les ronds tout en les ronds tout en haut à droite. Non, c'est pas les ronds, c'est les triangles tout en haut à droite, c'est les primates. Et les cercles noirs, c'est les herbivores, les ongulés. Et donc on voit qu'il y a des différences entre groupes. Donc la masse n'explique pas tout. C'est surtout l'idée que je veux donner ici. La masse n'explique pas tout en termes de longévité. Et alors effectivement, si on représente ici là c'est pour les oiseaux, depuis les oiseaux les plus rapides, donc à plus courte durée de vie, les oiseaux les plus lents à plus longue durée de vie à droite, c'est corrigé pour la masse corporelle, mais on voit qu'en différents groupes, il y a des grosses différences. Parmi les plus rapides, pour une taille donnée, il y a les canards, donc les ancériformes, les canards et les oies, c'est la petite image à gauche, et puis les procellariformes en haut à droite sont parmi les plus lents. Le résultat qui est absolument sidérant, par exemple, c'est qu'un pétrel tempête, comme celui qu'on voit en haut à droite, ça fait 25 grammes, et ça a la même durée de vie qu'un cygne de 15 kg. Alors il y a donc autre chose que le poids, il y a certainement d'autres contraintes qui jouent, et on va essayer de voir ça. Alors effectivement, la taille, la masse corporelle influe sur l'échelle d'espace et de temps. Si on est gros, on va avoir un plus grand territoire, on va être capable de voler plus loin si on est un oiseau, on va avoir des reproductions plus espacées, donc l'échelle d'espace et de temps va être plus vaste que si on est petit. Mais ça dépend aussi de ce qu'on appelle le plan d'ensemble, ça dépend du type d'animal. Alors j'ai illustré ça en bas,
c'est clair qu'une chauve-souris aura un rayon d'action, donc une échelle spatiale plus grande qu'un petit écureuil terrestre, là, comme ça, qui lui explorera au plus un demi-hectare. Donc on voit que le type d'organisme et sa taille, c'est deux choses qui vont conditionner l'échelle d'espace et l'échelle de temps, et donc l'accès aux ressources, et à partir de là, la longévité, le fait qu'on soit à courte durée de vie ou à grande durée de vie. Alors voilà un peu une illustration de ça. En abscisse, la masse corporelle, le poids des individus, donc en gros d'une souris à un rhinocéros ici, et la surface du domaine vital de 100 mètres carrés à 10 000 km² en haut, oui, donc quelque chose de très très grand. Et en noir, les carnivores envers les herbivores. Donc on voit que la masse joue un rôle clairement sur la taille du domaine vital. Plus on est gros, plus on a besoin d'un domaine vital important, ou plus on peut exploiter un domaine vital important. Mais en même temps, selon le type de vie, carnivore, herbivore, eh bien, c'est pas la même chose. On comprend bien que les carnivores qui doivent capturer des proies, eh ben, ont besoin d'un domaine vital plus grand que les herbivores qui ont qu'à se baisser pour trouver de l'herbe. Même si effectivement un grand herbivore est obligé d'avoir un grand domaine vital pour ne pas épuiser les ressources locales. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu un panorama de comment est-on longévif. Donc reproduction tardive et un démarrage de la reproduction étalé dans le temps, une durée de vie qui peut être extrême, avec en général reproduction jusqu'au bout. On parlera tout à l'heure des grands singes. Bon, il n'y a pas d'équivalent chez la plupart des mammifères et des oiseaux, il n'y a pas d'équivalent de la ménopause qui existe chez l'homme. Chez les grands singes, c'est assez mal connu, ça ne semble pas en tout cas aussi marqué. Alors c'est compliqué bien sûr, parce que la mortalité naturelle fait que on n'a pas peut pas avoir le type d'observation qu'on a dans les populations humaines, où la durée de vie est prolongée par la médecine, disons, par les soins. Donc voilà. Alors comment devient-on longévif? Alors ça va être peut-être un peu plus technique, je vais passer rapidement. Ça c'est un graphique qui montre en abscisse la durée de génération. Donc quand on est à gauche, on est de courte durée de vie, quand on est à droite, on est à grande durée de vie. Et en ordonnée, c'est le taux de croissance maximum de la population. Donc, en gros, quand on est petit, donc les deux triangles du haut, il y a la mésange bleue là-dedans, vous voyez un tout petit oiseau. La population est capable de croître à un rythme très fort chaque année. Pour une mésange bleue, ça sera de l'ordre de 65% par an, ce qui fait que la population peut pratiquement doubler en 2 ans, si tout se passe bien, si rien d'autre vient interférer. Et quand on est lent, on a une grande durée de vie, à droite, le point le plus à droite, c'est un pétrel, le pétrel fulmar, qui ne se reproduit pas avant l'âge de 5 ans, qui vit, la durée moyenne de génération est 25 ans, c'est un oiseau qui vit jusqu'à 40 ou 50 ans. Le taux de croissance sera de l'ordre de 3-4% par an, pas plus. Donc il y a une relation négative. L'étalement de la reproduction fait que automatiquement le taux de croissance de la population est inversement lié à la longévité. Alors l'idée qui est derrière, c'est en fait que chaque individu, pour que l'espèce soit encore là, chaque individu est remplacé en moyenne dans la génération suivante par un individu. L'évolution fait qu'un individu ne sera jamais remplacé par 50 individus dans la génération suivante, ou par 1000, il s'est plutôt remplacé au maximum par 2 ou 3. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon une espèce de borne au nombre de descendants qu'on peut en moyenne, au niveau d'une espèce, produire dans la génération suivante. Et alors, à partir du moment où c'est la même chose pour les espèces à courte durée de vie ou les espèces longévives, eh bien les espèces longévives, du coup, pour produire ces maximum de 2 à 3 remplaçants dans la génération suivante, comme c'est beaucoup plus étalé dans le temps, le taux de croissance de la population par année va être beaucoup plus faible. Alors c'est quelque chose qui existe au niveau de l'ensemble des êtres vivants. Voici la relation entre la masse corporelle, là c'est pas exactement la longévité, mais on a vu que c'était très corrélé, la masse corporelle en abscisse et le taux de croissance des populations en ordonnée. Plus on est petit, plus on est capable d'avoir une population qui croît rapidement. Plus on est gros, moins la population peut croître rapidement. Alors c'est intéressant parce que ça renvoie à une chose
qui est qu'au cours de l'évolution, quand on regarde la taille des plus grands fossiles, il y a eu des crises qui ont créé des dents de scie, mais quand même la tendance est à l'augmentation de la taille des êtres vivants au cours de l'évolution. Ce qui veut dire que, et on y reviendra tout à l'heure, ce qui veut dire qu'en fait, au cours de l'évolution, les premières espèces qui ont apparu avaient des capacités de multiplication élevées, et les espèces de grande taille qui sont apparues après avaient des capacités de multiplication moins élevées. Donc ça pose un peu une question, c'est finalement comment sont-elles apparues ces espèces à taux de multiplication moins élevés au cours de l'évolution, comment ont-elles pu apparaître? Et vous voyez ici c'est très très net, en gros on a évolué de la bactérie à la baleine bleue ou de la microalgue au séquoia. Encore une fois, il y a des dents de scie, c'est des crises d'extinction. On en parlera tout à l'heure. Les crises d'extinction font revenir un peu en arrière en termes de taille moyenne. Alors, comment évoluer vers un faible taux de croissance maximale? Alors, il s'appelle Rmax dans notre jargon de démographe, mais peu importe. C'est-à-dire, comment peut-on devenir, maintenant le problème n'est plus devenir une espèce à longue durée de vie, mais devenir une espèce qui a une faible capacité de multiplication? Eh bien, évoluer vers un temps de génération court et raccourcir son temps de génération, c'est facile puisque ça augmente la capacité de croissance de la population. Donc si les ressources le permettent, bon ben, tant que les ressources sont disponibles, automatiquement ça sera sélectionné parce que les individus qui génétiquement ont un plus fort taux de croissance sont capables de se multiplier plus vite que d'autres, auront vite fait de prendre le dessus sur les autres. Par contre, dans l'autre sens, un génotype avec une moindre capacité de multiplication, comment peut-il envahir une population qui a autour de lui un taux de multiplication plus élevé, des capacités de multiplication plus élevées? Et bien, le seul moyen, c'est que cette capacité de croissance des individus autour de lui ne soit pas atteinte. Donc la croissance des populations soit freinée par autre chose. Alors, c'est une théorie qui a été développée, là je ne vais pas commenter ce graphique, mais c'est développé par un des plus grands théoriciens de l'écologie, Robert MacArthur, qui est malheureusement décédé d'un cancer à environ 45 ans en 1972, en ayant déjà eu le temps de révolutionner l'écologie. Et alors donc, selon lui, ne pouvaient apparaître des génotypes à faible capacité de multiplication que si le reste de la population était déprimé par la surpopulation, disons. C'est ce qu'on appelle les densités dépendances en jargon de démographe. Alors c'est un peu embêtant, parce que ça suppose que les espèces longévives vont évoluer dans des populations soumises à densité dépendance, et alors j'emploie le néologisme brévivive, les espèces à courte durée de génération, à courte longévité, auraient évolué sans densité de population, c'est-à-dire sans compétition intraspécifique, sans effet du surpeuplement. Alors c'est un peu bizarre puisque c'est plutôt le contraire. Les espèces de petite taille peuvent être en nombre phénoménal et avoir des problèmes effectivement d'accès aux ressources. Là j'ai illustré un carnivore africain, le Quelea bec rouge, qui peut se regrouper en groupes de plusieurs millions d'individus. Et puis au contraire, parmi les espèces les plus lentes, on a du mal à imaginer que des albatros disséminés sur l'océan austral, comme l'albatros avec les photos qu'Anne-Marie a prises dans l'hémisphère austral, on a du mal à imaginer que ces albatros aient pu évoluer, au contraire, dans un contexte de surpopulation. Alors de fait, la théorie est en cours de réflexion et de modification. L'idée, c'est qu'en fait, il faut prendre en compte la compétition interspécifique. C'est-à-dire que, en fait, les individus qui vont avoir de larges échelles de temps et d'espace vont échapper à la compétition interspécifique, vont se retrouver pratiquement seuls à exploiter certaines ressources. Alors l'exemple peut-être le plus spectaculaire, c'est les cachalots qui plongent à plus de 1000 mètres, qui se nourrissent principalement de calmars géants. À certains endroits, on a trouvé de ces calmars géants, notamment en Nouvelle-Zélande, qui atteignent, le corps atteint 7 mètres sans les tentacules. Et bon, effectivement, le cachalot, quand il va manger ça, il n'a pas beaucoup de compétiteurs. Donc il peut se permettre d'avoir une capacité de multiplication faible, il peut se permettre d'avoir évolué en augmentant son échelle d'espace et de temps,
et d'avoir échappé à la compétition interspécifique. Alors c'est vrai aussi des plantes, hein. Ici ces touffes d'Androsas helvétique en milieu alpin, c'est des touffes de plantes qui ont souvent 50 ou 80 ans. Il y a des exemples comparables aussi dans le maquis de plantes qui peuvent être très âgées. Cette plante, elle enfonce ses racines dans des fissures de rochers où elle est absolument la seule à exploiter les quelques ressources qu'il y a. Elle a un métabolisme très lent, elle n'a pas besoin de beaucoup de ressources, et elle peut échapper à la compétition qui, autour dans la prairie alpine, qui est à 20 mètres, est complètement intense entre des plantes à plus courte durée de vie. Et puis un autre exemple que je trouve assez typique, c'est la girafe. La girafe, elle est la seule à manger à sa hauteur. Donc on peut bien imaginer une proto-girafe, un ancêtre, où des individus avec un cou plus long ont eu un avantage en échappant à la compétition de leurs congénères, en commençant à manger plus haut, et puis petit à petit, ça a été sélectionné de plus en plus. Donc voilà comment on peut devenir longévif, voilà comment on peut faire évoluer son échelle d'espace et de temps, et tout en perdant capacité de multiplication de la population, mais en ayant un avantage tout de même dans certaines circonstances. Alors, il y a ce très beau graphique du Pierre Jouventin qui montre la distance à la côte. Eh bien, la distance à la côte, elle va exactement des espèces d'oiseaux de mer, elle va dire exactement d'espèces à courte durée de vie, qui ont un petit rayon d'action, jusqu'à des échelles à très longue durée, des échelles très vastes, des albatros qui font des voyages d'alimentation de jusqu'à 10 000 km. Un albatros peut laisser son partenaire Oni aux îles croisées au Kerguelen pendant 15 jours. Le partenaire qui reste au nid s'occupe du poussin. Le poussin n'a pas un métabolisme très élevé, il a une croissance lente, il peut ne pas manger pendant 15 jours. Et pendant ce temps, l'autre adulte fait un voyage de 5 000, 6 000 ou 10 000 km dans l'océan Indien et revient avec de la nourriture. Et à ce moment-là, c'est d'autres oiseaux qui partent pour quelques milliers de kilomètres. Donc ils vivent dans une échelle de temps complètement dilatée, et d'espace complètement dilaté, mais ils échappent à toute compétition comme ça. Alors, une illustration de ça, le graphique en bas à gauche, c'est la densité d'oiseaux de mer autour de la Nouvelle-Zélande. Quand on s'éloigne, vous voyez qu'effectivement, quand on s'éloigne, la densité d'oiseaux de mer, la Nouvelle-Zélande est un des endroits du monde où il y a les plus fortes colonies, les plus grandes colonies d'oiseaux de mer, avec les îles subantarctiques françaises et puis une partie de l'Amérique du Sud. Et donc on voit la densité d'oiseaux de mer qui décroît avec la distance très rapidement, et on comprend bien que les oiseaux qui sont capables d'aller à plus grande distance vont avoir un avantage en termes d'accès aux ressources, à ces ressources. Alors voilà, j'en viens à quelque chose qui va rejoindre toutes les discussions actuelles sur les conséquences de la longévité, sur la crise environnementale, c'est quelles sont les conséquences de la longévité. Est-ce que avoir une grande durée de vie, c'est avantageux ou pas? Alors, le prélèvement maximum dans une population, il est directement lié à la capacité de croissance de la population. Et donc, on a vu que la reproduction des espèces longévives, donc à durée de génération, j'ai noté ça T, qui ont une durée de génération élevée, est tellement étalée que leur taux de multiplication, leur capacité de multiplication est faible. Et donc, la même proportion prélevée va avoir des conséquences très différentes selon le taux de croissance maximum, c'est-à-dire selon la longévité. Alors, c'est illustré ici. À gauche, une population de mésanges qui a une capacité de croissance de 60% par an, donc la population peut être multipliée par 1,6 chaque année. Quand on en prélève 5%, on passe de la courbe en trait fin à gauche à la courbe en trait épais, toujours à gauche. Donc ça affecte à peine la croissance. Chez un goéland, je n'ai pas pris un exemple extrême, je ne suis pas allé jusqu'aux albatros, mais chez un goéland, la croissance est au maximum de 10% par an, donc une multiplication par 1,1 ou plus chaque année. Quand on prélève 5%, on passe de la courbe mince, de la courbe en trait fin à droite, à la courbe en trait gras à droite. Alors ça, c'est un résultat complètement banal. Ça veut dire quand même que si vous avez une taxe de 5%, il vaut mieux que votre capital soit placé à 60% qu'à 10%. C'est un résultat complètement trivial, mais qui a quand même des conséquences terribles. Parce qu'effectivement, la malédiction des espèces longévives, elle est là. Une grande durée de génération, ça veut dire un faible taux de croissance maximum à cause de l'étalement de la reproduction.
toute exploitation par l'homme ou augmentation de mortalité, même fortuite, et je vais vous donner des exemples, est souvent insupportable. Et donc, les espèces longévives, comme un capital à faible taux d'intérêt, ne peuvent supporter l'impôt des activités humaines. Et on va voir qu'effectivement, les espèces longévives, et notamment ce qu'on appelle la macrofaune, payent actuellement un très lourd tribut aux activités humaines. Alors il s'ajoute déjà à ce premier aspect qui est le rôle du taux de croissance, donc corrélativement à la longévité, il s'ajoute une dissymétrie fondamentale. Alors, je ne vais pas commenter non plus le graphique, mais en gros, chez les espèces à longue durée de vie, la fécondité au cours de la vie est partagée en multiples événements de reproduction, et donc il faut un changement phénoménal de fécondité annuelle pour influer sur le taux de croissance. Voilà l'exemple, une durée de génération de 25 ans, ce qui est banal chez les oiseaux de mer comme les pétrels. Si on enlève 10% de survie, donc 10% de mortalité en plus, on perd 10% sur le taux de croissance. Donc en général, ça veut dire que la population passe en décroissance. Si on augmente la fécondité de 10%, en disant ça devrait compenser, ben ça augmente le taux de croissance de 0,4%. C'est-à-dire que c'est un effet complètement négligeable. Donc là, il y a une dissymétrie, c'est-à-dire que chez les espèces à longue durée de vie, si la survie est affectée par les activités humaines, la fécondité ne peut pas compenser. La deuxième dissymétrie, il est illustré ici pour l'éléphant dans le parc national de Zakuma, au Tchad. La deuxième dissymétrie, c'est qu'une population d'éléphants, elle peut croître au maximum de 3% par an. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le capital à la banque qui peut augmenter au plus de 3% chaque année. Multiplication par 1,03. Mais s'il y a des problèmes, la population, quand il y a une décroissance, ça ne va pas décroître seulement de 3%, ça peut décroître de 40-50%. Donc il y a une dissymétrie, le taux de croissance maximum est borné, mais le taux de décroissance, lui, il ne l'est pas. Et donc là, on voit effectivement, donc, à cause des troubles politiques au Tchad, en 2008, il y a eu un nombre de morts terrible, tout simplement parce que les gardes du parc de Zakuma n'ont plus pu jouer leur rôle et il y a eu un braconnage terrible qui s'est développé. Alors, le braconnage, en l'occurrence, c'est pas du braconnage pour l'ivoire, c'est du braconnage pour la viande, parce que les populations autour étaient aussi, elles aussi dans les troubles politiques, étaient littéralement affamées. Avec ceci qu'il n'y a pas de moyen de conserver la viande, donc on tue un éléphant, on prélève la viande qu'on peut manger dessus avant qu'elle soit avariée, et puis la semaine suivante, on tue un autre éléphant. Et donc, sur les 4000 éléphants du parc de Zakuma, il y en a pratiquement 2000 qui ont disparu pendant la crise au Tchad, à la fin des années, entre 2005 et 2010. Et donc, ça a décru d'à peu près 30% par an dans cette période-là. Donc cette dissymétrie, elle est terrible. Ça veut dire que, notamment, non seulement ces espèces-là, il ne faut pas les mettre en décroissance, mais il faut leur laisser une marge de croissance en cas d'épidémie, en cas c'est arrivé d'éruption sur une colonie, ou sur une île ou niche des albatros, etc. Et donc il y a cette malédiction des espèces longévives, c'est une espèce de spirale. Donc on va les définir avec un temps de génération élevé. En fait, c'est surtout le fait qu'elles aient un faible taux de croissance maximum qui leur crée des problèmes. Donc la durée de génération élevée, c'est ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire quelque chose qui permet de relier, de prédire le taux de croissance maximum qui serait difficile à calculer autrement. Elles vivent à des grandes échelles de temps et d'espace, ce qui veut dire que, par exemple, la fragmentation des habitats par l'homme va impacter fortement leur milieu. Vous avez entendu, par exemple, le fait que le parc national des Pyrénées n'est probablement pas assez grand pour les ours, etc. Combinaison d'impacts directs et diffus. Là, l'exemple peut-être le plus pathétique, c'est celui encore de la baleine des Basques. 300 baleines franches sur l'hémisphère nord. Chaque année, 5 ou 6 sont blessés gravement ou tués par des collisions avec les bateaux ou par des cordes ou des cordages ou des restes de filets qui se prennent dans leurs fanons. 5 ou 6 sur 300, c'est la mortalité naturelle. 2% par an, 6 sur 300. Donc en fait, la mortalité diffuse par des petits accidents est du même ordre que la mortalité naturelle dans cette population. Donc double la mortalité naturelle. Des traits de comportement sensibles. Alors effectivement, je serais
un paysan au Bengale, j'aurais du mal à supporter que les tigres viennent manger mes animaux et puis de temps en temps mangent même un humain. Donc ces traits de comportement des grands animaux sont difficiles à vivre dans un grand nombre de cas, donc des traits de comportement qui créent des problèmes. Grande taille attractive, vous vous rappelez Donald Trump réautorisant l'importation des trophées de chasse en Amérique du Nord. Ça, c'est un exemple assez dramatique de choses qu'il ne faut pas faire. Bon, Trump est un spécialiste. Des faibles effectifs. Donc, effectivement, si on se met à chasser une espèce avec de faibles effectifs, eh ben, la disruption ça peut être désastreux pour la population. Si, par exemple, on tue plus de mâles que de femelles, souvent c'est des espèces qui sont monogames, fidèles pour la vie, donc une population d'albatros où il resterait 15 mâles et 60 femelles, ça fera 15 couples, ça fera pas plus. Donc les faibles effectifs sont facilement impactés par pas de compensation par la fécondité, on l'a vu, donc il y a une espèce de spirale négative pour les espèces longévives dès lors qu'il y a surmortalité induite par les activités humaines. Alors, voilà un exemple sur les poissons, où des gens ont montré effectivement que les résultats montrent que les stocks tendent à décliner plus qu'attendu à partir de leur mortalité de pêche, quand elles ont les traits suivants d'histoire de vie. Âge de maturité élevé, grande taille maximum et faible taux de croissance de population. Donc c'est l'exacte démonstration pour les poissons de ce que je vous ai dit, donc les stocks de thon, etc. Alors pour la mortalité diffuse, encore dans les temps, oui, pour la mortalité diffuse, je vais vous montrer un exemple qui me tient à cœur, parce que j'ai travaillé un peu dessus. L'albatros à pied noir, c'est un subendémique d'Hawaï avec 60 000 couples. Je dis subendémique parce qu'il niche 3 couples au Japon, donc c'est vraiment un endémique d'Hawaï, on peut dire. Par contre, il fait des voyages pour collecter sa nourriture sur tout le Pacifique Nord. La photo à droite, je l'ai prise en Californie, à 15 km des côtes. Ils font des immenses boucles pour se nourrir au cours des saisons et puis aussi au cours de relais au nid. Et chaque jour dans le Pacifique, on déroule des lignes de pêche palangrière. C'est donc des bateaux où à l'arrière un gros tambour avec un câble qui est gros comme le pouce. Le câble fait jusqu'à 100 km de long. Il y a un hameçon tous les 15 mètres. Au fur et à mesure que la ligne se déroule, les hameçons passent dans une machine qui s'accroche à un appât, et l'hameçon est mis à l'eau, enfin la ligne se déroule avec les hameçons, ça flotte sur l'eau pendant quelques secondes ou quelques minutes avant que la ligne plonge. Chaque jour dans le Pacifique, il est mis à l'eau plus de 50 millions d'hameçons. Le taux de capture d'albatros qui sont attirés par les appâts est plus petit que 1 sur 10 000. Mais vous multipliez 1 sur 10 000 par 50 millions, et vous avez compris le problème. Donc voilà, c'est l'exemple typique de mortalité diffuse, c'est-à-dire que les albatros sont littéralement pêchés. Ils sont pêchés. Il y a tellement d'hameçons qui sont pêchés, et donc là, ça a un fort impact sur cette population d'albatros à pied noir. C'est un exemple parmi les albatros, la plupart des populations d'albatros ont été impactées. 60 000 couples, ça fait à peu près 300 000 individus, parce qu'il y a une forte proportion d'immatures à cause de la nidification qui commence tard. Et il y a à peu près 12 000 capturés par an dans les années 90, soit 4%, et dont les effectifs étaient en baisse, et on a pu prouver l'impact. Alors il y a des tas de gens qui se sont battus pour des méthodes d'atténuation, dans les méthodes de mise à l'eau, dans les types d'hameçons. Là, il y a eu quelques progrès, donc il y a un petit peu d'optimisme là dans cette histoire de pêche palangrière. Mais c'est l'exemple typique avec celui des baleines que je citais tout à l'heure de l'impact diffus. Et c'est vrai que les océans sont peut-être le lieu où les impacts diffus sont les plus sidérants. Alors la malédiction des espèces des vives, à partir de là, choisissez votre exemple. Les tortues marines qui se prennent dans les filets des pêcheurs crevettiers au large de la Guyane, les éléphants avec l'exemple de Zakuma, le condor de Californie. Alors, le condor de Californie, c'est extraordinaire. À la différence de nos vautours, il accepte très difficilement d'être nourri artificiellement. Donc, les efforts de protection, comme il y a eu pour nos vautours, on peut marcher. Et alors, en plus, c'est un animal qui se nourrit beaucoup
sur des restes de chasse. Ils trouvent des animaux qui ont été tués à la chasse, mais qui n'ont pas été retrouvés par les chasseurs. Et c'est un animal qui est complètement sensible au saturnisme. Et donc en fait, c'est alors là aussi l'exemple de mortalité diffuse. Il se trouve que moi je me suis trouvé en Californie en 82, j'ai vu 3 condors à la fois dans mes champs de jumelles, il en restait 27 dans la nature. 2 ans après, il n'en restait plus. Les derniers ont été capturés, mis en zoo, et maintenant ça marche. On est remonté à quelques centaines d'individus. Bon, et puis les thons, là je vous ai montré l'exemple de ce que disent les résultats scientifiques sur les thons. Alors bien sûr, aussi les séquoias, les grands arbres, c'est un exemple d'espèce longévive. Alors, la fécondité n'est pas aussi faible que celle des vertébrés, mais c'est des espèces qui ont une très grande durée de vie parce qu'elles sont habituées à un milieu extrêmement stable. Un clin d'œil au Banyulinx, c'est comme le chêne-liège, il y a une écorce spongieuse qui fait que ça peut supporter des incendies qui passent dessous, et donc certains de ces arbres ont plus de 2000 ans. Là, le Sherman Tree, vous voyez, il fait 83 mètres de haut, c'est pas l'arbre le plus haut du monde, mais c'est l'arbre le plus volumineux du monde. Pourquoi? Parce que le diamètre à la base est extrêmement élevé. Alors voici un exemple d'exploitation de séquoia au début du siècle. La personne qui est là-haut, c'est Roger Prodon, qui est dans la salle. Tu mesures combien, Roger? 1m85, donc chose comme ça. Et donc, la souche de séquoia en question, elle faisait 11 mètres de diamètre. Et donc, c'est situé dans Sequoia National Park, sur le célèbre clairière de Mark Twain, je crois, parce que Mark Twain a fait partie des gens qui se sont battus contre l'exploitation des séquoias qui a eu lieu au début du siècle. Parce que c'est clair que la surmortalité par rapport à la longévité des séquoias, c'était parti pour être un désastre. Alors on comprend bien comment ces arbres ont pu évoluer leur longévité, parce qu'ils ont des racines extrêmement profondes, ils vont exploiter des ressources que les autres arbres n'accèdent pas, donc eux aussi ils échappent à la compétition interspécifique en faisant ça. Alors le problème de la surexploitation des arbres, il est vraiment très prégnant dans les forêts intertropicales. Là, c'est une photo de la forêt amazonienne. Et alors derrière, il y a ce qu'on appelle les effets de cascade. Ça, c'est un truc extrêmement intéressant. C'est-à-dire l'impact sur les espèces longévives, donc ici les arbres, va en cascade impacter d'autres choses. Il y a des collègues américains qui ont fait des expériences. En gros, dans ces forêts, il y a à peu près 60 à 100 espèces d'arbres à l'hectare. C'est extraordinairement diversifié. Les collègues ont fait des expériences en recouvrant certains arbres, des arbres d'un immense filet, en mettant en dessous de quoi récupérer une toile ou du plastique en bas, et en aspergeant d'insecticides. C'était pour la science. Chaque espèce d'arbre a en moyenne 400 espèces d'insectes strictement inféodés à cet arbre. On ne trouve qu'inféodés à cet arbre. Donc, si on surexploite ces arbres et qu'on fait s'éteindre une espèce, on fait s'éteindre en cascade des insectes, les prédateurs de ces insectes, etc. Donc ça, c'est une illustration des effets de cascade. Et bon, c'est clair que la déforestation amazonienne, au rythme où elle va, pose bien sûr encore des questions. Alors, choisissez votre exemple. Voilà. Ah, les dinosaures. Voilà. Les dinosaures. Les dinosaures n'ont pas disparu. Les grands dinosaures ont disparu. Les grands dinosaures herbivores et Tyrannosaurus rex, prédateurs, etc. Les petits dinosaures, ils sont survécu, ils sont devenus les oiseaux, hein, donc ils ont survécu. Mais donc, les grands dinosaures, ils ont disparu, alors on attribue ça en général donc, à la fameuse météorite tombée sur le Yucatan, il y a des gens qui discutent, moi je ne suis pas du tout un expert de ça, mais ça peut être des très grands dinosaures. Voilà, ma femme Anne-Marie, qui est patte d'un grand dinosaure dans un musée d'Amérique du Sud. Les grands dinosaures ont disparu. Pourquoi? Moi j'ai une interprétation. Météorite ou pas, à un moment il y a eu une péjoration démographique et c'était les espèces à plus faible taux de croissance à cause de leur grande taille. Il doit y avoir une démographie extrêmement lente, peut-être un taux de croissance de 1% ou 2% par an. Donc s'il y a une perturbation majeure, météorite ou autre, ça suffit à les éradiquer, alors que les petites espèces avec un taux de croissance plus élevé, un capital placé à plus fort taux d'intérêt, ont mieux supporté l'impôt de cette perturbation.
Alors ça va devenir un peu plus triste si on regarde les hominidés. Les hominidés, donc c'est les 6 espèces de grands singes proches de nous, enfin 7 si on compte l'espèce d'orang-outan récemment découverte, enfin récemment séparée de l'orang-outan de Sumatra. Donc orang-outan de Bornéo et Sumatra, plus une autre espèce cachée dans l'orang-outan de Sumatra. Chimpanzés et bonobos, donc les 2 chimpanzés. Au passage, c'est intéressant de savoir que quand Linné a décrit les espèces animales, on a envoyé une description d'un grand singe, il n'avait pas de spécimen, mais c'était le chimpanzé, et il l'a appelé Homo troglodytes. Depuis, c'est devenu Pan troglodytes. C'est extraordinaire qu'à l'époque de Linné, donc en gros 1780, il ait pu oser nommer un animal Homo comme l'homme. Donc les deux chimpanzés, le chimpanzé et le bonobo, et puis les 2 gorilles de l'Ouest et le gorille de montagne. Voilà le UICN de l'orang-outan de Bornéo. L'orang-outan de Sumatra, donc en danger et en danger critique d'extinction, c'est les 2 catégories les plus mauvaises, disons, dans les classements de l'UICN. Le chimpanzé en danger, bonobo en danger, le gorille de l'Ouest en danger critique, le gorille de l'Est, le gorille de forêt en danger. Donc voilà, évidemment, c'est très noir. Moi, une de mes conclusions, c'est que Néandertal n'a pas dû rigoler, parce que c'était un peu la même situation. Parce que je pense que l'homme, l'emprise sur la nature date pas d'aujourd'hui. Enfin, je pourrais éventuellement donner tout le détail. Alors bon, c'est clair que quand on est comme moi démographe animal spécialisé sur les espèces à longue durée de vie, on est forcément un peu pessimiste. La dernière diapo s'efforce de le mettre quand même dans un contexte un peu plus drôle. C'est une conférence de dinosaures et voilà, il dit là, bon, ce qui s'annonce est pas terrible, gentlemen, les climats sont en train de changer, les mammifères prennent le dessus et on a tous un cerveau de la taille d'une noisette. Donc peut-être qu'en tant qu'humain, quand on voit notre difficulté, ça faut être optimiste, ça bougera peut-être dans les 10 ou 20 ans qui viennent, quand on voit notre difficulté à bouger face à la crise environnementale, on a peut-être un cerveau qui n'est pas encore assez grand. Voilà. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Louis. Des questions? Ce pessimisme. Oui, alors je cite souvent Gramsci, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Mais bon, c'est les jeunes générations qui vont inventer le modèle de société pour sortir de la crise environnementale, ouais, c'est clair. Les questions sont là, on est une espèce longévive, on a un taux de croissance phénoménal. Alors, l'homme en conditions écologiques a un taux de croissance de l'ordre de 3% par an. Simplement, avec la médecine, le progrès, on est arrivé à maintenir ce taux, même à des conditions de densité très élevées avec l'agriculture, etc. Donc, on arrive à maintenir ce taux depuis très longtemps. Un des facteurs, alors il y a l'histoire de transition démographique, on peut en parler longuement, un des facteurs qui a le plus changé la démographie dans les pays occidentaux, au milieu du 19e, c'est le chauffage. Parce que la mortalité infantile a baissé considérablement dès que les maisons ont commencé à être chauffées autrement qu'avec un feu dans un coin, qu'il y a eu des poêles, qu'il y a eu des choses comme ça. Donc oui, l'homme a maintenu son taux de croissance maximum depuis très longtemps. Mais bon, ça s'est un peu calmé. L'Afrique subsaharienne est encore à 3% par an. Il y a des papiers de mon confrère Henri Léridon là-dessus qui sont extrêmement inquiétants. C'est-à-dire que l'Afrique risque de réussir sa transition démographique, c'est-à-dire des sujets importants comme l'éducation des femmes, etc. Et donc baisser ses naissances et avoir un meilleur contrôle aussi de la mortalité infantile un peu trop tard, c'est-à-dire à un moment où les conditions environnementales, les conditions agricoles, etc. sont déjà insuffisantes pour les niveaux de population que l'Afrique noire n'est pas au bout de ses peines.
Oui, merci pour votre conférence. Vous avez dit que vous nous parlerez des insectes. Actuellement, on parle beaucoup de la situation des insectes. Donc, est-ce que dans les insectes, il y a des espèces... est-ce que ce que vous avez dit fonctionne pour certains insectes? Les espèces, je ne pense pas qu'il y ait d'espèces à très longue durée de vie, avec les extrêmes que j'ai cités. Il y a beaucoup de populations d'insectes, au contraire, qui ont des pics de multiplication énormes, etc. Non, j'ai parlé des insectes à propos de la forêt amazonienne, c'est-à-dire les effets en cascade, c'est-à-dire que les extinctions d'insectes. Alors chez nous, il y a le problème des insectes liés à l'impact de l'agriculture, plus d'insectes sur les pare-brises, etc. Mais après, les extinctions d'insectes par effet en cascade, par, on peut dire, perturbation de l'écosystème, perturbation d'espèces hôtes, disparition d'espèces hôtes, ça, je pense que c'est encore une autre couche qui est en train d'apparaître. Puisqu'il sera question de ce qu'il y a sous peu. Oui, puisqu'il sera question de cigales sous peu, il y a le cas des cigales à 17 ans avec des cycles de 17 ans, qui me paraît chez les insectes parmi les plus longévifs. Oui, effectivement, les espèces à cycle pluriannuel sont certainement les premiers perturbés par le changement climatique, par des choses comme ça. À propos des insectes, on aura justement une conférence de François Lasserre le 21 juin qui traitera de cet aspect de diminution, de disparition des insectes. Je voudrais savoir si vous êtes inquiet pour les abeilles. Non. Oui, alors j'aime le miel. Oui, alors c'est clair que... c'est presque un autre débat, mais alors, moi je fais partie des gens là, qui considèrent que l'agriculture va dans le mur. Je pense que même tout le monde le sait, même parmi le déni d'une partie du monde agricole ou même d'une partie du monde scientifique, c'est une manière de reconnaître qu'ils savent bien qu'on va dans le mur. Après, personne ne sait comment freiner, c'est-à-dire que j'irai pas reprocher à un agriculteur d'employer les pratiques qu'on lui conseille à lui tout seul, etc. Mais c'est clair que l'agriculture industrielle, les rendements n'augmentent plus et les effets secondaires, on n'en finit pas d'en découvrir, et ça fait que commencer à mon avis. Donc le modèle agricole, il va falloir qu'il change. Alors, où on saura le changer intelligemment, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas d'opinion là-dessus plus que vous, ou n'importe qui d'autre, où on ne saura pas le changer intelligemment, et ça se fera de manière dans une crise, ou un mélange des deux, un peu intelligemment et un peu en crise, quoi. Bon, il y a un truc qui me frappe, en tout cas dans les sociétés occidentales, vis-à-vis de l'agriculture, c'est que la part de l'alimentation dans les budgets n'a cessé de baisser. Et quand on dit moi je m'efforce de manger bio, oui, vous avez les moyens, etc. Donc on voit bien que là il y a une espèce de contradiction qui s'est installée. Donc comment la renverser, revenir en arrière? Oui, il faut peut-être payer plus pour l'agriculture, pour manger moins de cochonneries, et que tout le monde mange plus équilibré et moins de... ça c'est un problème de société, c'est pas un problème ni scientifique ni d'écologie, quoi. Et pour ces espèces comme les chimpanzés, les bonobos, moi je suis extrêmement pessimiste. Hein. Je pense que le tigre actuellement, il y a 5 populations isolées les unes des autres. Il en reste. Le tigre, il existait aussi jusqu'en Afrique, il n'y a pas très longtemps. Il y a 5 populations isolées les unes des autres. Il y en a une seule, celle du Bengale, qui dépasse les 2000 individus. Les interactions avec les agriculteurs sont intolérables et je le comprends parfaitement. Donc pour moi, le tigre, il est condamné. L'éléphant, je doute que malgré la taille des parcs africains comme Kruger, qui est grand comme 5 départements français, ce soit suffisant à terme, parce que, encore une fois, la population est stable, parfait, mais la population, on la voit, nous, sur une fenêtre de temps de 50 ans ou 100 ans. C'est des populations qu'il faut voir sur une fenêtre de temps de 500 ans ou 1000 ans, avec des épidémies, avec des événements extrêmes, etc. Donc, le lion, quand vous regardez la carte du lion,
Le lion était présent en Irak au XIXe siècle, il était présent dans l'Atlas marocain encore dans les années... il s'est éteint dans les années 1925-1930. Quand vous regardez la carte actuelle du lion, la manière dont elle est explosée en petits morceaux par rapport à... Oui, je pense que les grands fauves, c'est... le rhinocéros, on en a tous entendu parler, etc. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres exemples. Hein. Alors, assez paradoxalement, ces espèces longévives, finalement, elles sont un peu les sentinelles de la crise environnementale. C'est-à-dire, c'est tellement flagrant qu'on peut dire, voyez, mais vous voyez bien. En même temps, c'est clair que le monde peut vivre sans le lion, peut vivre sans l'ours blanc. La rotation de la Terre ne s'accélérera pas. Mais par contre, il y a leur valeur éthique et culturelle. Par contre, il y a tout ce qui va accompagner. C'est-à-dire que pour moi, le déclin des pollinisateurs, il est contenu dans le fait qu'on s'inquiète pour l'ours blanc. C'est-à-dire que, voilà, il y a une crise environnementale globale. Je vais profiter, Jean-Dominique, que j'ai un démographe en face de moi, pour avoir ton commentaire sur une remarque qu'un de mes prédécesseurs, Gilles Boeuf, faisait récemment, je crois ici, en disant oui, alors on a des inquiétudes sur le monde marin, les plastiques, la pollution, la surpêche, etc. Mais dans la richesse, on va perdre de la biomasse, mais on ne va pas perdre des espèces. Si on met à part les mammifères marins, les tortues, mais il pensait spécifiquement aux poissons. Ce que tu décris, qui, j'avoue, rejoint assez bien l'impression que j'en ai, moi personnellement, mais je ne suis pas démographe, me dit que c'est une vue exagérément optimiste et qu'on pourrait perdre des grands prédateurs marins, je pense aux thons, aux espadons et autres. Oui, alors je suis vraiment pas spécialiste de démographie des poissons. C'est vrai que les mécanismes de recrutement et de fécondité sont assez différents. Il peut y avoir des recrutements massifs qu'il n'y a pas chez les mammifères ou les oiseaux. Donc par contre, c'est clair que les grands cétacés, c'est exactement le même problème que les éléphants. Hein. Et alors moi, en tant que scientifique, quand je vois le Japon ou la Norvège obtenir des soi-disant autorisations scientifiques de pêche, c'est vraiment une insulte à la science et une insulte au bon sens. Il se trouve que moi, quand j'étais adolescent, j'ai milité pour la protection des rapaces. Ne tirez pas, c'est un rapace. Et tous les rapaces ont été protégés, ça a simplifié le problème, et plus personne ne tire les rapaces. Tous les cétacés devraient être protégés au niveau mondial, et puis point barre. Ça paraît presque élémentaire. Quoi. Pour les poissons, oui, je ne sais pas, il est possible qu'il y ait quand même des mécanismes démographiques, notamment il y a le fait quand même qu'il y a des parties de l'océan où il peut y avoir de la reproduction, enfin des parties relativement inaccessibles, des refuges, peut-être plus... les lions, ils sont tranquilles nulle part, les grands thons peut-être plus, quoi. Donc, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas les compétences de Gilles sur ces faunes-là, donc je ne m'avancerai pas trop. Quoi. Mais par contre, les cétacés, c'est clair que... Alors, il y a une phrase extraordinaire de Lacépède à propos de la baleine des Basques, qui disait « L'homme la poursuit partout dans les océans, elle ne peut trouver asile nulle part. » Il écrivait ça en 1806, je crois. Enfin, c'était incroyable. Il parlait de la mondialisation de la chasse à la baleine déjà, et il disait qu'elle était... Et à l'époque, il en restait des dizaines de milliers, il en reste 300 de baleines franches boréales. 300. Ouais, c'est S'il n'y a plus de questions dans la salle, je vais vous remercier de cette conférence. Merci à vous tous.